Bonjour à tous. Donc Exaline, comme son nom l'indique, c'est produire en France et avec une stratégie Lean. C'est ce que je pensais quand j'ai rejoint ce groupe, mais ce n'est pas exactement le cas. Comme quoi on prend des décisions importantes dans sa vie qui sont des fois basées sur ce qu'on pense, mais qui ne sont pas forcément la réalité. Donc j'ai eu la chance de rejoindre la société PPC en septembre 2018, qui est une société du groupe Exaline. C'est le début de notre histoire. Alors je suis arrivé en terrain connu, présenté, un petit peu miné. C'est-à-dire que je suis arrivé dans une société, une très très belle société, mais qui connaissait de très graves problèmes. On avait à peu près tous les problèmes qu'une société pouvait rencontrer. C'est-à-dire qu'on avait un très très fort mécontentement client, lié à un niveau de qualité très faible, des retards très élevés, un sous-investissement, un niveau d'encours très élevé, un fort désengagement du personnel. Donc on m'a à peu près expliqué tous les problèmes de cette société. Donc on m'a dit que notre plus gros client avait fait un changement très important. On était passé de livraison en série économique à des livraisons en flux pièce à pièce. C'était une des causes du problème. On m'a expliqué que les anciens étaient partis, qu'on avait perdu complètement le savoir-faire et que c'était foutu. On m'a expliqué que l'ancien dirigeant n'avait pas investi, donc ça allait être compliqué. J'ai eu beaucoup d'explications et comme Camille l'a dit, je suis quelqu'un de terrain, donc je suis assez rapidement allé sur le terrain, à la fois le terrain administratif et le terrain atelier, pour me faire ma propre conviction. Et sur le terrain, en général, on essaye de voir le client, donc j'ai essayé de trouver le quai de livraison. C'est en général là où on voit le client. J'ai eu du mal à le trouver. J'ai bien vu des pièces qui étaient stockées avec un bon de transport, donc qui devaient partir. Elles étaient à côté de pièces non conformes et des pièces a priori qui étaient des encours. Donc la piste n'était pas très prometteuse. Donc j'ai changé de stratégie, je suis remonté complètement en amont de l'usine, au poste de découpe. Et ce poste-là, je me suis retrouvé face à une pile d'OF, le genre de pile qui fait que vous n'avez pas trop envie de l'attaquer. On était en septembre, on avait plus de 2 mois de retard, et le premier OF que je regarde, c'était des pièces à couper pour octobre. Ça m'a paru un petit peu bizarre. Donc j'ai continué ma petite enquête, j'en ai pris un au hasard, et celui-là, il était a priori à couper, donc non coupé pour le mois de mai, à livrer au mois de mai. Donc j'ai remonté le flux, je suis allé au poste de pliage, et là j'ai trouvé à peu près la même pile d'OF, à peu près le même niveau de... Les gens couraient partout. On m'avait expliqué que le personnel était désengagé, moi je ne l'ai vraiment pas vu. J'ai vu du personnel complètement engagé, mais un petit peu démuni. Et je suis remonté au poste d'après, et là j'ai trouvé personne dans ce poste. Donc j'ai regardé mon OF, il devait se passer quelque chose, j'ai cherché l'opérateur. Ben, l'opérateur, je l'ai retrouvé au poste de laser. Il cherchait la pièce qui correspondait à l'OF que j'avais dans les mains qui n'était pas coupée. Il était en train d'escalader la pile des stocks et il ne trouvait pas ces pièces. Donc là, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait dans cette usine. J'ai discuté avec Florent, qui était le responsable de production, et je lui ai demandé une chose. Je lui ai dit, écoute, tu vas lire un livre, ça s'appelle Le But. Alors, ce n'est pas très lean, hein, mais c'est la théorie des contraintes. Et je lui ai dit, j'ai besoin que tu le lises très vite, il faut que tu comprennes ce qu'on va faire. Il l'a lu, et le lundi, il m'a dit, effectivement, je me retrouve complètement dans ce livre, je comprends. Donc, on a fait quelque chose, on a pris tous nos OF, c'était un petit peu long ou rapide, et on a tout coupé. On a tout coupé pour produire le très juste nécessaire. Et là, on a vu notre usine changer fondamentalement, très rapidement. On était en novembre, j'étais avec mon associé, et je lui ai dit, écoute, je vais rapidement m'ennuyer dans cette société parce que les résultats sont historiques, chiffre d'affaires historique, et la trésor est remontée. Donc le danger s'éloigne. Et là, je me suis sacrément trompé. J'ai rien fait en fait, j'en ai embarqué personne avec moi. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais juste réaligné finalement. J'ai bloqué mes achats, j'avais consommé tout ce que l'entreprise avait suracheté, et on s'était mis à relivrer. Justement, c'est la seule magie qu'on avait fait dans cette opération. Le reste, il a été long, très long, mais vraiment très long. C'est-à-dire que je n'avais pas la clé pour arriver à améliorer quelque chose. Et puis la vie, elle a fait de belles rencontres. La première rencontre, c'est Volvo. Volvo, c'était le genre de client que vous avez dans votre portefeuille, un client à 200 000 €, le client qui dort.
On n'existe plus, il ne savait pas qu'on existait. C'est la chance qu'on a, parce que s'il avait su, il nous aurait virés. Mais il ne l'avait pas vu, on était sortis des tablettes. Et moi, j'avais une conviction, c'est que cette société, elle est magnifique, PPC. On a un savoir-faire qui est peut-être unique. On maîtrise la concentricité de nos pièces soudées sans reprise d'usinage. Et ça nous offre une compétitivité économique très très forte. Et j'ai été acheteur. Je savais que dans ce métier-là, un jour ou l'autre, on devrait discuter avec Volvo. J'ai demandé à Sophie, ma responsable commerciale, de ne pas lâcher l'affaire, d'appeler régulièrement, très très régulièrement Volvo. Ce qu'elle a fait. Et un jeudi, Marc, l'acheteur Volvo, nous a appelés. Lundi, on vous audite. Ok, ça tombe bien, on est dispo. Le résultat, il ne pouvait pas être plus fantastique. Vous n'êtes vraiment pas au niveau. Vous n'êtes vraiment pas au niveau, mais on a vu que vous aviez un savoir-faire top. Et en discutant avec vos collaborateurs, on a senti chez vous une volonté de progresser et vous êtes à l'écoute. On vous propose un deal. Si vous acceptez qu'on soit très intrusif, on bosse avec vous, mais il va falloir vous accrocher. On s'est serré la main et on a pris le deal. Là, on a commencé à parler lean, mais ils ne nous l'ont pas dit. On ne le savait pas. Mais avec du recul, on a fait le contour de tout le système TPS, le Toyota Production System. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour satisfaire les clients de Volvo, le client, on a travaillé tout le système qualité. C'est-à-dire qu'on est rentré dans le 4M et les conditions nécessaires à l'obtention de la qualité. Ensuite, on a travaillé sur tout ce qui est la stabilité autour des standards. C'est-à-dire qu'on a fait réaliser à nos opérateurs des guides qui leur permettent à un moment donné que si on sort des critères d'acceptation, on a une décision qui intervient. C'est-à-dire qu'on a une décision, il y a une réflexion, un appel à l'aide ou une action. Et on a même amené un 5e M. C'est pour l'anecdote. Au début où on a travaillé, on faisait des contrôles de coaxialité à l'intérieur de nos ateliers et à un moment donné, le client les a fait à l'extérieur, chez lui, sous le soleil, et les axes ne passaient plus. Donc on s'est rendu compte que le 5e M, c'est-à-dire le milieu, ne serait-ce sur des pièces métalliques, pouvait créer un problème qualité. Et puis on a fait vraiment une progression très forte. On est passé de 200 000 € à 3,6 millions en moins d'une année. Donc on a vraiment fait une belle perf. Et puis un jour, Marc est venu me voir avec Kerry, ils avaient la tête sombre. Ils m'ont expliqué, nous allons être audités par la Suède. Vous ne passerez jamais le cap. Le 5S, c'est cata. Il faut vous faire aider. Donc là, ils m'ont donné 2 noms. Le premier nom, donc je les ai appelés. C'est un cabinet de conseil, donc ils m'ont demandé plein de métriques. J'ai donné des mètres carrés, des kilos, des nombres, un planning. Et puis ils m'ont fait un devis. J'avais la certitude d'être 5S dans le planning convenu. Et ensuite, j'ai appelé Camille. J'avais préparé mes métriques, j'étais top. Elle m'a parlé de tout sauf de 5S. Elle m'a parlé de mes clients, elle m'a parlé de mes collaborateurs, elle m'a parlé de qualité, elle m'a parlé de juste à temps. Moi, ça m'a vraiment déstabilisé. Et vous l'avez compris, on a choisi de travailler avec Camille. Camille, qu'est-ce qu'elle m'a expliqué? En fait, elle m'a expliqué que, au moins avec mes mots à moi, ce que j'en ai compris au début, c'est que le 5S, ce n'était pas une fin. C'était, pour nous, une manière de mettre en situation favorable nos collaborateurs dans leur environnement de travail pour réaliser leur mission avec succès. Et un petit peu plus récemment, j'ai compris avec Camille que, en fait, quand l'environnement de travail et l'opérateur sont en situation de 5S, c'est un indicateur fort que le collaborateur a acquis une autonomie dans l'amélioration continue. La dernière rencontre, c'est avec notre plus gros client. C'était un jour sombre. Ils avaient débarqué à 10, c'est la crise. Nous, on avait cherché des volontaires pour être au moins 5 face à eux. Il y avait une énorme table. La table de réunion PPC, elle est horrible. Elle est plus longue que large, on ne sait jamais comment elle est. Et il y avait 2 mondes qui se parlaient autour de KPI qu'on ne comprenait pas trop.
Donc eux, ils étaient très très énervés. Nous, on n'arrivait pas à expliquer quelque part qu'on avait besoin d'eux pour nous aider à franchir un pas. Et on était vraiment, vraiment dans la difficulté. Le patron, qui était descendu pour manifester le fait que la situation était grave, à un moment donné, il m'a fait ce signe-là, puis on est parti discuter. Il a fait ce que tout donneur d'ordre dit à son sous-traitant quand ça ne va pas. Si vous n'améliorez pas, on ne travaillera plus ensemble. Mais ça ne m'a pas fait bouger les oreilles. C'est la suite qui m'a intéressé. Il m'a fait part du projet de développement de sa société. Une superbe TI familiale, française, et je ne voulais pas passer à côté du plat. J'en ai profité, j'avais un énorme blocage. C'était un blocage économique. On était vraiment en situation économique très défavorable avec ce client. Et puis récemment, avec Mathieu qui est présent et Flore, notre DAF, on a échangé notre manière d'appréhender le contrôle de gestion de notre société. On a bossé sur ce client, et en grande masse, c'est bien mieux de le dire en euros, mais je vais vous le donner en pourcent pour garder un peu de confidentialité. Ce client il représentait 40% de notre chiffre d'affaires et 60% de nos ressources. Donc ce n'est pas en faisant quelques petits aménagements sur les temps de valeur ajoutée qu'on allait s'en sortir. Il y avait autre chose à faire. Donc moi, je suis sorti de cette réunion et avec 3 secondes de réflexion, ce que Lean ne conseille pas, hein, j'ai demandé à Mathieu et Benjamin, et on allait ensemble dans l'atelier. Et là, on a observé puis on a réfléchi. On s'est donné 2 actions. La première, c'est Mathieu qui l'a prise. On s'est dit, il faut absolument qu'on lisse. On a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce client. Et Mathieu, il a trouvé la solution. Il avait un très bon relationnel avec le directeur technique de la société et il l'a embarqué pour mettre fin à cette non-compréhension entre 2 mondes. On est parti sur un cas concret. Ce cas concret, c'était la fameuse commande qui avait fait qu'ils avaient débarqué à 10. Et on l'a pris, on a déglingué la chaîne de valeur de toute cette commande. On est rentré précisément sur cette commande. Et là, le directeur technique, Frédéric, il a compris. Il a compris ce qui ne fonctionnait pas. Il a compris quand nous envoyions une commande tous les 2 mois, chaque fois qu'on recevait sa commande, on mettait à plat tous nos systèmes. C'est-à-dire qu'on mettait à plat notre système d'enregistrement de commandes, notre système de lancement des OF, nos systèmes de découpe, nos systèmes de pliage. Donc on a convenu d'avoir un système d'une commande par semaine. Ensuite, c'est Benjamin qui a pris le lead. On a travaillé sur le flux pièce à pièce. On est parti avec un système, on avait un planning, on est parti sur un planning qui décrivait précisément les besoins de production. Ce qu'on a voulu représenter, on s'est recentré sur le takt time. Le takt time représentait 2,5 heures, c'est-à-dire que toutes les 2,5 heures, on devait livrer un engin, une machine à nos clients. Donc on a représenté sur un planning ces machines. On ne parlait plus d'OF de 50 pièces ou de 100 pièces, on parlait de machines qui correspondaient exactement à un box de fabrication, un opérateur. Et on a réussi à embarquer ensuite l'ensemble de nos pilotes de production parce qu'eux-mêmes, quelque part, venaient rechercher les informations et piloter les capacités de production au sein de leurs ateliers. La deuxième histoire que je souhaitais vous partager, c'est l'histoire de ma rencontre avec Émilien, qui est présent également. Donc Émilien, c'est une histoire différente. Émilien, c'est l'histoire de la société CO2. À l'inverse de PPC, CO2, c'est une société qui a une rentabilité qui est extraordinaire. Moi, j'ai plutôt été amené à diriger des sociétés dont la rentabilité n'était pas top. Donc je ne voyais pas trop ce que je pouvais amener Émilien dans ce contexte-là. Et puis un jour, Émilien m'a posé une question. Il était embêté, il avait un gros problème de sécurité avec ses racks de stockage. Donc on a appliqué un petit peu la même méthode, c'est qu'on est rentré dans l'atelier. On est allé dans son atelier et avec l'intention de comprendre cette notion de stock. Et là, on a vu beaucoup de choses intéressantes. On est ressorti de cet atelier et on s'est dit avec Émilien, pourquoi investir dans des racks de stockage? Est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt à ne plus avoir de stock? Et là,
on a demandé l'aide à Camille. Moi qui suis fan du SMED, je serais parti direct dans le SMED, honnêtement. Parce que j'en ai fait quand j'avais une vingtaine d'années. J'adore cet outil. Et là, Camille, comme lors de notre première rencontre, elle nous a embarqués sur un autre sujet. Elle nous a posé la question de nos clients. On a ressorti une enquête de satisfaction client, l'enquête qui était toute fraîche. On sortait de notre audit ISO, on l'avait réalisée. Et cette enquête, on l'avait, au regard de l'ISO, on ne l'avait pas forcément dépouilletée parce que les KPI qu'on avait choisis étaient conformes. C'est-à-dire que le taux de service chez CO2 était conforme, le taux qualité était conforme, et on n'est pas jugé utile de mener des actions. Par contre, cette enquête était particulièrement bien faite parce qu'il y a des questions ouvertes. Et quand on l'a analysée, on en a tiré des informations fortes. Les deux infos qu'on a trouvées, c'est que nos clients ils déploraient qu'on avait un niveau de packaging qui n'était pas correct. Et le deuxième, il y en a 4 qui nous ont dit qu'on avait un problème de lead time. Et ça, on ne savait pas ce que c'était que le lead time. On ne s'était jamais dit que ça pouvait être intéressant pour nos clients. Alors, on a tiré les ficelles. Le premier, le packaging, les équipes d'Emilien ont résolu le problème en une semaine. Les clients étaient ravis qu'on ait répondu favorablement et rapidement à leurs demandes. Au niveau du lead time, on a travaillé de la manière suivante. Ça s'est passé un matin, on avait une session avec Camille, on était en train de prendre le café ensemble, et Emilien est venu nous chercher, il nous a demandé d'aller dans l'atelier. Emilien, il était en train de tester quelque chose. Ce que je représente là, c'est une tôle qui fait 1,50 m par 3 m pour vous matérialiser le changement qu'on était en train d'essayer, qu'Emilien était en train d'essayer. Dans notre métier, la découpe laser, c'est un métier de service. On utilise des machines qui sont très chères. Donc, comme elles sont très chères, la logique, c'est de les faire tourner le plus possible, d'accord, pour les amortir. On utilise de la matière qui est très chère, de l'acier, de l'alu, de l'inox. Donc, pour minimiser le prix de la matière, il faut minimiser les chutes, c'est évident. Donc, en fait, les KPI qu'on visait, c'était le taux d'utilisation des machines et le taux de chute. Et le compromis qu'on faisait ça, ben finalement, c'était notre lead time. Puisqu'à un moment donné, je vous matérialise la tôle, qu'est-ce qui se passait? Ce qu'on a observé ce matin-là, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'un tiers de la tôle était destiné pour le client qu'il fallait vraiment livrer. La deuxième partie de la tôle, elle était destinée à un client qu'on allait livrer la semaine suivante. Et la troisième partie de la tôle, c'était pour un client qu'on était vraiment allé chercher, uniquement pour faire tourner notre machine et pour limiter le taux de chute. Ce qu'a cherché à apprendre Emilien ce jour-là, c'est de se dire, ben, je vais réaliser ma commande numéro 1 et je vais apprendre une chose, c'est à gérer le reste de ma tôle. C'est à gérer la partie 2 et 3. Donc ça, il a réussi à le faire. On l'a fait dans un gros niveau de stress, parce qu'on s'est dit, quels vont être les dommages en termes de taux de chute, quels vont être les dommages en termes de TRS. On ne savait pas. Donc on était vraiment dans l'expérimentation. Ce qui est arrivé, là, ça nécessite de s'asseoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit une usine qui se vide complètement. On n'a plus de stock. Alors qu'on avait un taux de service à 80% qu'on jugeait bon et conforme à ce qu'on imaginait être conforme, il est monté à 95%. Notre TRS, notre lead time a été divisé par 3. Les heures de coupe, c'est un indicateur que l'on a, est passé de 130 heures de coupe par semaine à 150, avec des pointes à 170. C'est-à-dire que d'un seul coup, sur une décision, une expérimentation, on a accéléré notre lead time. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le plus surprenant, c'est que l'ensemble des collaborateurs, des opérateurs, avaient une banane incroyable sur le visage parce qu'on les avait mis en condition de succès, c'est-à-dire qu'ils ne couraient plus. Ils ne couraient plus pour aller chercher des pièces, ranger des pièces. Ils passaient uniquement le temps à s'occuper des pièces qui étaient destinées à leurs clients. Mes apprentissages,
c'est que la stratégie, chez Exaline, on la construit pas à pas. Toujours à l'écoute du client, avec des petites décisions. Et on la manage, on la partage au sein de notre OBIA. Je vous ai expliqué quelque part qu'on peut avoir des blocages quand on réfléchit sur des coûts unitaires, parce qu'on est formé comme ça. Et qu'à un moment donné, il faut arriver à prendre de la hauteur. J'ai la conviction aujourd'hui que dans des sociétés de sous-traitance comme nous, on a une notion où on a quasi la totalité de nos coûts sont des coûts fixes. Les seuls coûts variables sont nos chiffres d'affaires et nos achats. Et si on est capable de maîtriser notre marge brute, c'est-à-dire ses chiffres d'affaires et ses achats, la variable qui permet effectivement de générer du résultat et de la performance client, c'est le lead time. Mon rôle, et c'est ce que m'a enseigné Camille, pour transformer mon entreprise, il faut que je transforme mes collaborateurs. Et pour transformer mes collaborateurs, il faut que je me transforme moi-même. Et ça, c'est un système de coaching, quelque part, que l'on fait au travers d'animations de PDCA. Le Lean améliore la satisfaction client, et c'est une boucle, puisque dans un système où vous avez un niveau de satisfaction client, vous avez des collaborateurs qui ont le moral et qui eux-mêmes, quelque part, contribuent à cette satisfaction client. Ce qu'on est en train de changer actuellement chez Exaline, grâce au Lean, c'est ce système-là. Aujourd'hui, on a des clients, on est sous-traitants, qui nous envoient des plans, on répond à une demande de prix, on est en concurrence, on se bat sur les prix, on est face à des acheteurs, on a éventuellement une commande. On change de vision. On a une chance incroyable. On a une base de 500 clients qu'on ne connaît pas. Ces clients, on est en train d'apprendre à se questionner, à les questionner, pour savoir quels sont les besoins, quels sont leurs besoins, quels sont leurs besoins émis et quels sont leurs besoins non émis, de manière à continuellement améliorer notre offre. Je reviens au laser. Nos machines laser, elles savent faire des chanfreins de manière automatique. On livre des clients aujourd'hui qui réalisent ces chanfreins avec des meuleuses. La meuleuse, c'est un des outils qui est le plus dangereux dans une usine, qui génère des poussières, des dégradations, qui vont générer des coupures. Tout ce que je dis, c'est l'argumentaire qu'on est en train de fournir à nos équipes commerciales. On est en train de changer, en fait. On est dans un système où on veut, par un argumentaire, inverser la relation qu'on a avec nos clients et sortir ce système, en fait, inversé où on a des demandes et on répond à des appels d'offres, à un système où on améliore notre offre pour répondre aux besoins de nos clients. Donc Exaline, aujourd'hui, c'est un groupe industriel qui s'engage à produire en France en respectant au sens Toyota ses collaborateurs au profit de la satisfaction des clients. Et ce que j'ai compris avec le Lean, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est la notion de respect. La notion de respect, ce n'est pas uniquement celle qu'on entend, c'est notre engagement en tant que patron, c'est de faire évoluer nos collaborateurs. Et c'est ce que veut dire Toyota dans son sens de respect. Je vous remercie.